Ici, on commence notre troisième leçon dans la série de la biodiversité, la classification phylogénétique. Et dans ce troisième but, nous avons deux objectifs. Notre premier, c'est d'apprécier le système de classification des organismes. Le deuxième objectif, c'est d'expliquer en termes généraux la façon dont tous les êtres vivants sont regroupés. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, nous avons tendance à vouloir regrouper les espèces qui partagent certaines similitudes anatomiques. Autre mot, certaines similarités au niveau de l'anatomie ou du, si tu veux, le corps. Okay? Si on compare un tigre avec un lion, ils ont plusieurs similarités au niveau du corps. Donc, les deux se promènent à quatre pattes. Ils ont une queue. Alors, parce qu'on les voit semblables, voici la couronne, parce qu'on les voit semblables à plusieurs aspects, on dirait qu'ils sont pas mal similaires, sont peut-être regroupés sur la même branche au niveau évolutionnaire. Mais si je les compare avec un singe, le singe, lui, peut-être qu'il a une queue, mais lui, il ne se promène pas à quatre pattes nécessairement. Visuellement, on peut voir que le lion et le singe sont très, très, très différents. On ne voudrait pas les regrouper ensemble. On doit faire une distinction entre les deux. Alors, il serait impossible d'étudier tous les organismes sur Terre sans les diviser en catégories et sous-catégories. Il y en a simplement trop. Alors, pour nous simplifier la tâche, on a décidé de créer un système qui va diviser une espèce d'une autre. Donc, on apprendra comment diviser et pourquoi on divise les organismes en différentes catégories. La classification phylogénétique. La classification phylogénétique, c'est un terme assez scientifique. Tout ça veut dire vraiment, c'est une façon de classer. Donc, une façon de classer les organismes. Et dans le mot phylogénétique, on a quel mot racine? Et il y a le mot génétique qui est notre mot racine. Alors, génétique fait référence à l'ADN. Alors, dernièrement, dans les recherches, quand on veut classer les animaux, on doit jeter un coup d'œil à l'ADN de l'animal. On va rapidement faire l'ADN. Donc, l'ADN a l'air de ça. Une échelle en spirale. Le plus que l'échelle a l'air semblable à d'autres échelles, donc disons que j'ai deux animaux différents ici, si leurs échelles d'ADN sont similaires, on dirait que les deux espèces sont semblables. Mais si elle est très différente, on dirait qu'elles ne sont pas semblables, donc elles sont très différents. Alors, revenons dans nos notes. La classification phylogénétique. La classification phylogénétique est une méthode qui permet d'organiser les organismes. Le système se représente comme un arbre de vie. Dans le sens que lorsqu'on voit l'arbre, il a l'air de ceci. Donc, on a un ancêtre commun, plus ou moins l'espèce qui s'est divisée, qui a évolué dans deux différentes espèces. Ensuite, on a d'autres divisions. Et ça continue de même. Des divisions à l'infini. Et finalement, ce qu'il y a au bout de notre arbre, à la fin de l'arbre, ce sont les espèces d'aujourd'hui. On trouverait au bout de l'arbre des espèces comme l'humain, comme la baleine bleue, etc., etc. Alors, grosso modo, l'arbre de vie a l'air de ceci. Beaucoup plus complexe, par contre. L'arbre aide à déterminer, c'est le troisième point dans la section, l'arbre aide à déterminer quels organismes sont génétiquement les plus rapprochés. Évidemment, si les
organismes sont proches sur l'arbre, ça veut dire que génétiquement, ils sont pas mal semblables. S'ils sont loin, disons qu'on a les humains de ce côté-là, et de l'autre côté, j'ai des champignons, mais ils sont très, très, très loin les uns des autres sur l'arbre. Génétiquement, ils sont très, très, très loin les uns des autres. Donc, il y a une grande différence entre le code génétique de l'humain et le champignon. Prochaine section, la similarité des organismes. Notre code génétique est très similaire à celui des autres organismes. La similarité se démontre en observant le développement de quelques organismes. Alors, on peut jeter un coup d'œil au développement de plusieurs différentes espèces. Le poisson, salamandre, tortue, poussin, cochon, veau, lapin et l'humain. Alors, en jetant un coup d'œil rapidement, on voit que les premiers stades sont pas mal semblables. Alors, ce qu'on voit ici est similaire. Ce qui nous donne tendance à penser que l'évolution d'une espèce ou de l'espèce ancêtre commun, okay, celui qui était au bas de notre arbre de vie, donc ancêtre commun, fort probable, c'est la même espèce qui a donné naissance à toutes ces autres espèces. Si on continue dans le développement, on voit que de plus en plus qu'une espèce est différente que l'humain, de plus en plus que le stade de développement est aussi différent. Alors, le poisson est très différent, pourtant il est pas mal semblable au salamandre. La tortue et le poussin sont pas mal semblables. Cochon, veau, lapin et humain ont toujours une grande similarité. On continue dans le développement. La troisième étape, poisson, salamandre, similaire, encore des différences. Tortue, poussin, toujours similaire, donc on pourrait faire une grande division ici. Cochon, veau, lapin et humain, toujours une grande similarité pour ceux-ci. Alors, en jetant un coup d'œil au développement des différentes espèces, on pourrait dire que ces deux-ci ont un code génétique semblable. Les deux prochains ont un code génétique semblable. Et nos 4 derniers ont aussi un code génétique semblable. Pas identique, mais pas mal proche. Si on compare les codes génétiques entre eux, on pourrait dire qu'il y a une grande différence entre celui des 4 derniers et celui des 2 au milieu. Même chose si on compare les 2 premiers avec les 2 derniers. Alors, c'est juste une façon visuelle de voir peut-être les similarités entre les différentes espèces et de voir que au tout début, sont similaires parce qu'ils ont un certain montant d'ADN partagé. Dernière phrase dans nos notes ici, sur la première page. Parce que le code génétique des organismes est si semblable, nous pouvons tracer un ancêtre commun à travers de l'évolution de la vie sur Terre. Alors, encore une fois, ceci donne l'indice qu'il y a eu un ancêtre commun qui a donné vie à toute vie sur Terre. À la prochaine page, on a un graphique qui a l'air pas mal compliqué, mais honnêtement, il n'est pas aussi compliqué que ça. On peut voir le genre d'arbre, donc l'arbre de vie de quel je parlais, qui se présente ici. Donc, voici le tronc et les branches de l'arbre. Plus ou moins la façon qu'on lit l'arbre, le diagramme, si les branches se trouvent proches les unes des autres, comme ces deux-ci, c'est-à-dire que les deux espèces, les deux catégories sont similaires. Ils partagent beaucoup d'ADN. Alors, si on veut trouver les humains, on doit aller, pas dans les bactéries, pas dans les archées, mais dans les eucaryotes. Puis parmi les eucaryotes, on a les plantes, les fungi, les fungus, donc les champignons, et les animaux finalement. Nous autres, on est dans la catégorie des animaux. Plus spécifiquement, des mammifères. Alors, selon notre diagramme ici, on voit que les mammifères sont de plus en plus, ou sont plus reliés aux oiseaux et aux reptiles qu'ils le sont aux poissons. Parce que l'arbre ici démontre que la branche la plus proche, c'est les oiseaux et les reptiles. Les poissons sont semblables, beaucoup plus semblables que, disons, les levures, mais pas aussi que les autres. Et voilà la fin du thème 3, ou excusez, la leçon 3.